Il met en place le même dispositif, il y a 14 personnes qui démissionnent. C'est ça la réalité des entreprises et c'est ça le débat sur les normes. Alors je sais que, en l'occurrence, Elie Cohen a refusé de commenter ces chiffres, donc je ne vais pas lui demander à lui. Mais on vient d'apprendre juste qu'on avait une baisse du chômage de 0,3 au mois d'août. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire avant qu'on... Ça veut dire qu'il y a une augmentation de 0,5, une baisse de 0,8. On est sur la stabilité. C'est la tendance qui compte. C'est vrai que c'est pas mois après mois le commentaire qui compte. Ce qui compte, c'est la tendance sur le long terme, est-ce que ça augmente ou pas. Et on est sur une tendance, malheureusement, qui est une tendance sur le plus moyen terme, qui est une augmentation. On va faire découvrir quelque chose d'assez étonnant à nos téléspectateurs avec un reportage de Marie Laurent et David Lemarchand. Le chômage de longue durée est évidemment un mal français. La formation professionnelle, souvent critiquée d'ailleurs, est censée faciliter ces passages qui durent, mais il existe pourtant des systèmes efficaces et parfois tout à fait surprenants. Les entreprises à entraînement pédagogique, tout est faux, factice, faux salaire, faux bilan, faux client, faux chèque et donc faux emploi. Mais à l'arrivée, 70% d'intégration à la sortie. C'est un petit peu comme si jouer à la dinette permettait d'ouvrir un restaurant. Reportage assez surprenant donc de Marie Laurent et David Lemarchand. L'idée lui est venue il y a quelques mois sur les routes ardéchoises. Au moment même où Sandra perdait son emploi d'ingénieur chimiste, la célèbre grotte Chauvet entrait au patrimoine mondial de l'UNESCO avec d'importantes perspectives d'emploi à la clé pour la région. De quoi faire naître une nouvelle vocation. J'ai passé l'entretien en juin et j'ai eu la réponse avant l'été, courant de l'été. Alors je suis au poste d'assistante de production. On imagine les séjours touristiques en lien avec la région et ensuite on crée une brochure qu'on va proposer. On va aller jusqu'à proposer cette brochure aux clients. Nouvelle vie, nouvelle entreprise. Elle vient tout juste de signer un contrat de 6 mois dans une agence de voyage. Bonjour. Un peu particulière. Ici, vous avez un service accueil, puisque nous formons ici sur les postes agents d'accueil. Un service donc manager puis commercial. Voilà. Ensuite, vous avez ici donc le service comptabilité. 8 personnes à leur poste, 2 nouvelles recrues attendues. Une entreprise aux allures classiques à un détail près. Ici, les salariés sont en fait demandeurs d'emploi et les séjours touristiques ne trouveront jamais d'acheteurs, car tout est virtuel. Nous avons conçu des séjours divers et variés sur différents thèmes, avec la carte de l'Ardèche, donc différents sur Jean Ferrat, sur Entraigues, sur le bien-être en Ardèche. Alors ce séjour donc via Rona et à l'Ardéchoise, un séjour cycliste pour les cyclistes, est vendu à 442 € TTC, comprenant l'hébergement, l'accompagnement, l'assistance technique en cas de panne. On se met dans la peau de personnages réels dans le monde du travail et nous nous comportons vraiment... D'ailleurs, je crois qu'on oublie complètement que c'est du fictif et on fait comme si vraiment nous étions dans le monde réel. Et c'est ce qui fait, je pense, la réussite du dispositif. C'est un jeu de rôle, c'est une entreprise-école, on appelle ça un petit peu type auto-école, puisque c'est vraiment en faisant qu'on apprend. Une vraie hiérarchie, de vraies missions, mais un capital fictif et des chèques barrés. Voilà, vous voyez bien donc la mention spécimen sur le chéquier. Donc c'est la même chose qu'un vrai chéquier, mais avec la mention spécimen. Ces fausses entreprises, on les appelle entreprises d'entraînement ou pédagogiques. Il en existe une centaine en France et plus de 5000 à travers le monde, comme un grand jeu de rôle en réseau où les demandeurs d'emploi d'un pays deviennent clients d'un autre. On a un résultat, on fait des reportings pour savoir si on a effectué suffisamment de ventes, si après en comptabilité ça va équilibrer les comptes. Et... Non, on a vraiment une ligne de conduite à tenir et puis des chiffres à respecter, quoi. Isabelle a déjà exercé dans un cabinet comptable il y a plusieurs années. Elle est là pour une remise à niveau. Je suis en train d'enregistrer des achats, là je viens de comptabiliser des règlements et j'ai fait partir des remises de chèques, donc comme si j'étais en poste. Et vous avez des congés virtuels aussi? Là j'attaque juste, donc pour l'instant on n'y pense pas trop. D'accord. Car le scénario est poussé relativement loin. Nous avons un CE. J'ai même un jour quelqu'un qui m'a demandé s'il pouvait créer un syndicat. Pour vous dire, voilà, ils n'ont pas fait, mais pour vous dire... Vous n'avez pas encore eu à gérer de grève pour l'instant? Pas encore, mais j'espère que tout ira bien. J'espère que si ça arrive, je demanderai au manager de m'aider. Pas de rémunération, mais les demandeurs d'emploi continuent à toucher leurs indemnités avec de bonnes perspectives d'embauche à la sortie.
environ 70% de retour à l'emploi. Quand on est seul chez soi à faire sa recherche et puis peut-être un peu en déprime pour certains, eh bien on n'a pas accès à cela. Alors que là, ce réseau existe, il est là. On se le crée déjà entre nous parce qu'il y a du lien social qui se crée, qui est très très important. Et je pense un moteur pour également avoir cette motivation de la recherche de l'emploi. C'est une chance, c'est quand même super d'avoir cette indemnité en apprenant, en se remobilisant et en étant sur un projet concret et actif, plutôt qu'un RSA où souvent on tombe effectivement dans un espèce de processus d'isolement, quoi. En France, 7000 faux salariés vivent chaque année cette expérience virtuelle, une méthode qui fait ses preuves depuis 25 ans. Et donc, vous l'avez compris, 70% d'entre eux retrouveront un travail à la sortie de cette espèce de jeu de rôle tout à fait étonnant qu'on vient de voir. Franchement, j'étais très surpris de voir que ça existait, de voir qu'il y avait de pareils résultats. On ne va pas régler le problème du chômage ou de la formation professionnelle avec ça, mais voilà, comment vous réagissez ? C'est quelque chose qui surprend un peu parce que ça fait 25 ans que ça dure. Bien sûr, mais vous savez, dans les écoles de commerce, on apprend aux étudiants à monter des cas, à faire vivre des cas, à simuler des situations. L'apprentissage est également une très belle école où, comme l'a dit un des intervenants, c'est en faisant qu'on apprend. La formule est très belle, elle est très vraie, parce que c'est au contact du réel et pas de la théorie qu'on recherche et qu'on trouve un emploi. Donc il faut forger pour devenir forgeron. J'ai compris. Non mais je suis désolé de... Écoutez, moi je suis très surpris que vous soyez surpris, parce qu'en fait ce qu'on voit, c'est le modèle qui a été inventé il y a 70 ans aux États-Unis avec la Business School, qui est basé sur la méthode Descartes, c'est-à-dire c'est comment, par des processus de simulation, d'interaction, de jeu d'entreprise, on apprend en fait véritablement ce qu'est l'entreprise, que sont ses différentes fonctions, ses différentes activités, ses modes d'organisation interne. On apprend également le travail en équipe, on apprend la négociation, on apprend la conclusion d'accords. C'est vraiment la méthode Descartes, je veux dire, c'est à la base du fonctionnement des écoles de commerce. Ça a été importé en France après-guerre et ça s'est développé. Et donc qu'on applique ça à la formation de chômeurs me semble être un débouché normal. Bon, un commentaire de plus ? Ouais, moi je trouve que ce qui est remarquable et dont on devrait s'inspirer, c'est que au-delà du processus de formation, la personne qui a perdu son emploi reste dans un environnement de travail. C'est un élément fondamental de retour à l'emploi. C'est pas uniquement une question de formation en termes d'acquisition de qualification. Bien sûr, c'est une dimension importante. Mais là, les personnes que l'on voit viennent tous les jours dans un lieu qui reste structuré, avec des horaires de travail. Elles restent dans un environnement organisé de travail. Elles sont au contact de collègues, alors qu'une des grandes difficultés, notamment pour les chômeurs de longue durée, quelle que soit la formation qui leur est dispensée, c'est qu'une fois que la formation est dispensée, les personnes rentrent chez elles et sont coupées finalement de cet environnement. Donc moi je trouve que par rapport effectivement au débat qu'on a, où on voit les difficultés dans lesquelles on est placé, ça démontre effectivement qu'on est un pays qui sait faire preuve d'intelligence et qui a des ressources. La seule chose qu'on puisse regretter, c'est qu'un système de cette nature qui est assez remarquable ne soit pas effectivement davantage étendu aujourd'hui pour la formation des demandeurs d'emploi. Il voulait même un faux maillet, dites donc. Ah ouais? Oui, vous avez vu? Un faux pire aussi. Non, mais attendez, là, je suis d'accord avec Elie Cohen, ça fait partie des choses, c'est de la formation, dans un contexte, bon, vous savez, il faut qu'on regarde, ça marche, 70% de réussite, ils trouvent une intégration à la fin, mais il y a d'autres choses qui marchent. Vous savez, regardez, il y a un organisme comme l'AFPA, qui est une association, il faut savoir que les gens, des chômeurs de longue durée notamment, qui font une formation dans le cadre de l'AFPA, en moyenne, ils trouvent aussi à 70% un emploi à la sortie, un CDI qui plus est. Bon. Et pourtant, c'est une association qui a de grosses difficultés financières aujourd'hui. Voilà. Donc il y a des choses qui fonctionnent, qu'on doit utiliser. On ne réglera pas tout le chômage avec ça. Il y a d'autres considérants, mais ça fait partie des choses. Oui. Quid de la montagne d'argent donnée pour la formation professionnelle, nous demande un téléspectateur ou une téléspectatrice. Est-ce qu'on peut en parler, j'allais dire normalement? Oui, normalement. Ouais. C'est en soi tout un sujet. Il y a 32-33 milliards d'euros dépensés en France pour la formation. Les entreprises, dans ces 32-33 milliards, consacrent à peu près 12 milliards. Attention, pas uniquement la formation. C'est-à-dire que quand, hier, le président de la République Sarkozy, aujourd'hui, le président de la République Hollande, disent tout cet argent, il va falloir l'attribuer aux chômeurs. Deux erreurs. Un, avec
avec quel argent formera-t-on les personnes actives? Parce que la formation, c'est la meilleure des assurances chômage. 2, si on prend tout cet argent, avec qui rémunérera-t-on les salariés? Parce que sur tout cet argent, il y a aussi les salaires qui sont maintenus. Et donc, en fait, l'argent qui est investi pour la formation, c'est l'État, les régions, beaucoup, et les entreprises, pour à peu près 13 milliards, dont la moitié gérée à peu près directement et l'autre dans des paritaires. Tout cet argent est aujourd'hui bien utilisé, sauf que les tuyaux ne sont pas bien emmanchés. Donc il y a un travail de tuyauterie à faire. Mais il n'y a pas un travail de remise en cause, ni du principe évidemment, ni des fonds qui sont consacrés. Si, quand même. Si on n'en parlerait pas tant s'il n'y avait pas des vrais problèmes et si le sujet n'était pas remis périodiquement sur la table. Pourquoi le sujet est périodiquement remis sur la table? Premièrement, comme ça a été dit, parce qu'on est surpris de la modicité des moyens qui sont véritablement consacrés à la formation des chômeurs. In fine. In fine. Oui. Donc ça reste un problème. Et la meilleure preuve d'ailleurs, c'est que chaque fois qu'on passe un accord, et notamment le dernier accord, on prévoit de faire un peu plus pour la formation des chômeurs et donc d'orienter un tuyau particulier vers cette formation des chômeurs. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la question des fameux organismes gestionnaires de ces fonds de formation, les fameux OPCA. Et là, il y a un débat permanent sur la qualité de la gestion de ces OPCA, sur la part des moyens qui sont dissipés à des objectifs autres que des purs objectifs de formation, etc., etc. Donc, on parle périodiquement de la réforme des OPCA et on bute sur ces difficultés. Et puis, troisièmement, il y a un autre problème, c'est que, à tort ou à raison, il y a le soupçon qu'une partie des moyens de la formation servent à des choses qui sont parfaitement estimables, comme par exemple la rémunération de certains syndicalistes ou de certains... écoutez, je vais vous répondre. Je suis désolé, vous allez sans doute me répondre, mais lorsque ces questions sur la formation sont posées, et ils sont posés périodiquement, et d'ailleurs là aussi il y a un contrôle qui a été mis lors de la dernière loi qui a été passée, ça prouve bien qu'il y a un problème. Attendez, moi je veux bien... Depuis que je suis journaliste, il y a toujours eu un soupçon sur l'utilisation de cet argent. Inviter M. Perruchot aussi, c'est pareil que Kelly Cohen. Enfin, arrêtons de regarder le problème avec les choses tranquillement. Attendez, mais on regarde les choses tranquillement. Si, mais attendez, mais moi je veux bien, mais je sors de mes gonds. Monsieur Perruchot est un parlementaire qui a fait un rapport parlementaire. Oui, il a fait un rapport. Donc vous interrogerez Monsieur Perruchot quand vous voudrez interroger Monsieur Perruchot. Kelly Cohen n'est pas Monsieur Perruchot. Il eût été intéressant que tout le monde puisse accéder à son rapport parlementaire. Bernard Vivier, oui, mais j'ai pas de problème là-dessus. J'ai aucun problème. En quelques mots, s'il vous plaît. Bernard Vivier a expliqué les montants. Je ne vais pas revenir sur les choses. Attendez, de quoi on parle? J'entends Lee Cohen dire, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup pour la formation des chômeurs. Pas assez. Ok, il n'y a pas assez pour la formation des chômeurs. Ok. Qui était responsable de la formation des chômeurs, des personnes en demandeur d'emploi, jusqu'en 2004? L'État. Pour des raisons budgétaires, il serre les robinets. Après, il se défausse, il file tout aux régions. Après, on nous dit, c'est à vous, partenaires sociaux, de prendre la responsabilité de la formation. Ah oui, mais bien sûr. Une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est normal que les fonds qu'elle consacre à la formation, c'est pour ses salariés. Elle a besoin de former ses salariés. Donc l'État se défausse, les régions, pardonnez-moi, je vais être un peu cru, c'est un peu le bordel, parce que d'une région à une autre, aujourd'hui avec la régionalisation, ça change. Et après on nous dit, c'est vous qui êtes responsable. Je suis désolé. Et quand on met dans l'accord sur la formation professionnelle, on n'est pas obligé de le faire. On consacre, patronat et syndicats, là, une partie de l'argent, effectivement, pour essayer d'améliorer sur la formation. C'est peut-être pour ça, le fait d'enfiler les 30 milliards directement aux chômeurs, ça serait peut-être plus intelligent. Et comment vous formez les gens dans les entreprises? Il n'y a pas que les chômeurs. Les chômeurs doivent être formés pour retrouver un travail, et il faut encore qu'il y ait du boulot, parce que c'est pas gagné. Et en même temps, les gens qui bossent en entreprise doivent être formés aussi. C'est tout le monde qui doit être. Et ça peut pas être l'entreprise qui va faire la formation, qui reconvertit. Moi, je souhaiterais apporter un... Rapidement. Oui, mais au même titre que mes collègues, je souhaiterais apporter un éclairage sur cette question. Il y a différents points sur lesquels, en tout cas, un certain nombre d'entre nous convergeons autour de la table. La première responsabilité d'un chef d'entreprise, avec la formation, c'est de maintenir et de développer la compétence des salariés en activité. S'il ne fait pas cette mission, eh bien, incontestablement, on augmentera encore le chômage. Deuxième point, c'est une idée complètement simpliste,
d'imaginer que parce qu'on va former X chômeurs de plus, on va les ramener à l'emploi. Les chômeurs, c'est une diversité de situations entre la conditionneuse de produits pharmaceutiques de 50 ans qui perd son emploi après avoir exercé pendant 20 ans le même métier